Nous continuons notre lecture du livre Le Rhin se jette dans le Tibre. Nous sommes toujours dans la deuxième session du Concile et aujourd'hui nous allons voir la conférence de Fulda et ses incidences. Après que Paul VI eut annoncé que la deuxième session s'ouvrirait le 29 septembre 1963, les pères conciliaires du monde entier se remirent à étudier les divers schémas. Dans certains pays, cette étude fut faite par l'ensemble de la conférence épiscopale. Aux États-Unis, quelques 125 évêques se réunirent à Chicago au début du mois d'août pour passer en revue, de façon officieuse, les questions du concile. Les évêques d'Argentine se réunirent en séance plénière de 6 au 10 août pour fixer leur position à l'égard de certains sujets. La conférence épiscopale italienne se réunit à Rome les 27 et 28 août. Les évêques d'Afrique du Sud se réunirent à Pretoria, également en août, et la conférence épiscopale espagnole se réunit à Madrid à la mi-septembre. La réunion qui suscita le plus d'intérêt fut celle qui se tint à Fulda, en Allemagne, du 26 au 29 août. La commission de coordination du concile se réunit à Rome le 3 juillet pour une session de 2 jours. Elle examina et approuva les schémas sur les missions et sur le mariage. Le second jour, le cardinal Suenens fit rapport sur les schémas sur l'Église, la deuxième partie, et puis sur l'Église dans le monde moderne. Monseigneur Valinck présenta une proposition visant à améliorer les rapports avec la presse pendant la deuxième session. Après discussion, le principe en fut admis. Aussitôt après cette réunion, le cardinal Doffner prit contact avec les cardinaux Frings et Koning en vue d'établir de concert l'ordre du jour de la conférence de Fulda. La date d'ouverture fut fixée au 26 août. Le 9 juillet, le cardinal Doffner envoya à tous les évêques d'Allemagne et d'Autriche une lettre détaillée, les invitant à la conférence. Et comme en février, leur disait-il, les pères conciliaires de Suisse et des pays nordiques seraient également invités, ainsi que les pères des pays voisins d'Occident, entre guillemets. La lettre contenait un programme en 12 points. Elle donnait la liste des 12 schémas approuvés par Jean XXIII le 22 avril et adressés à tous les pères conciliaires, avec les noms et adresses des évêques allemands et autrichiens, membres des commissions responsables de chacun des schémas. Toutes les observations concernant un schéma donné devaient être envoyées à l'évêque approprié, qui préparerait une analyse du schéma et l'adresserait à tous les participants 2 semaines avant l'ouverture de la conférence. À la conférence même, l'auteur de l'analyse présiderait les débats. Sur la base des discussions, une nouvelle analyse plus détaillée du schéma serait rédigée en indiquant les aspects positifs et les aspects négatifs. Ce texte définitif serait transmis au secrétariat général du Concile comme exprimant la position commune adoptée par les pères conciliaires, de langue allemande, assemblés à Fulda. Chaque membre et chaque invité de la conférence recevrait également un exemplaire imprimé de ce texte final. Le cardinal Doffner ajoutait qu'il s'efforcerait d'obtenir de Rome des indications précises sur l'ordre dans lequel les schémas seraient débattus. En fonction de la réponse qu'il obtiendra, il se pouvait que le programme, en 12 points, fût considérablement réduit. Entre guillemets, dès que j'aurai reçu de Rome des indications précises, disait-il, je vous les transmettrai. Fermez les guillemets. La conférence s'ouvrit le 26 août en présence de 4 cardinaux et de 70 archevêques et évêques représentant 10 pays. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les pays nordiques étaient représentés par presque tous leurs archevêques et évêques. La France, la Belgique et les Pays-Bas avaient envoyé des représentants. Le cardinal Alfrink, en personne, représentait les Pays-Bas. Le cardinal Frings présidait. L'œuvre accomplie par l'Alliance européenne à Fulda fut très impressionnante
Et il est regrettable que toutes les conférences épiscopales nationales et régionales n'aient pas travaillé avec la même intensité et le même propos. Si elles l'avaient fait, elles ne se seraient pas trouvées dans l'obligation d'accepter avec si peu de réserve les prises de position de l'Alliance européenne. Le Concile eût alors été moins orienté dans une unique direction, et ses résultats auraient été le fruit d'un effort théologique véritablement mondial. La position des évêques de langue allemande étant régulièrement adoptée par l'Alliance européenne, et la position de l'Alliance étant à son tour le plus souvent adoptée par le Concile, il suffisait qu'un seul théologien fît adopter ses vues par les évêques de langue allemande pour que le Concile les fît siennes. Or, un tel théologien existait. C'était le père Karl Rahner. En principe, le père Rahner n'était que le théologien du cardinal Koning. En fait, de nombreux membres des hiérarchies allemandes et autrichiennes avaient recours à ces lumières, et l'on peut affirmer qu'il fut la tête pensante de la conférence de Fulda. Au cours d'une conversation privée, le cardinal Frings déclara que le père Rahner était, je cite entre guillemets, le plus grand théologien du siècle. Monseigneur Schroeffer, évêque d'Eichstätt, qui avait été élu à la commission de théologie avec le plus grand nombre de voix recueillies par un candidat à cette commission, eut à répondre à Fulda des 3 schémas élaborés par elle, à savoir les schémas sur la Révélation, sur la Très Sainte Vierge Marie et sur l'Église. À la mi-août, il adressa au père conciliaire invité à Fulda une analyse de chacun de ces schémas. Ces analyses, expliqua-t-il, avaient été préparées par le père Rahner, puis examinées et commentées par 3 autres théologiens allemands, l'abbé Ratzinger, futur Benoît XVI notamment, théologien du cardinal Frings, puis le père Grillmeyer, ensuite le père Schemelroth. Avait été impossible, écrivait monseigneur Schroeffer, de trouver d'autres théologiens qui pussent examiner les textes dans le délai imparti. Mais ces 3 théologiens s'étaient rangés aux avis du père Rahner, se contentant d'émettre quelques vœux, entre guillemets, qui avaient été incorporés dans les textes. La mesure dans laquelle les évêques d'Allemagne et d'Autriche et la conférence de Fulda tout entière se reposaient sur le père Rahner ressort immédiatement d'une comparaison de ces observations avec celle qui fut soumise au secrétariat général du Concile. De nombreuses autres critiques des schémas, ainsi que quelques schémas de remplacement, furent distribués soit peu de temps avant, soit immédiatement après la conférence. Le père Dom Huck, président des Bénédictins de Bavière et membre de la commission des Églises orientales, écrivit à tous ceux qui assistaient à la conférence de Fulda en leur demandant de répondre par oui ou par non à 4 questions précises afin qu'il sût quelle position adopter au nom des pères conciliaires de langue allemande et des pays nordiques à la réunion de sa commission qui devait se tenir une semaine avant l'ouverture de la 2e session. Chaque père conciliaire de langue allemande avait reçu un total de 480 pages renéotypées de commentaires, de critiques et de schémas de remplacement avant de se mettre en route pour la 2e session. Tout ce travail avait été accompli en connexion soit avec la conférence de Munich de février, soit avec celle de Fulda du mois d'août. Une réunion de pères conciliaires appartenant à tant de nations ne pouvait manquer d'intéresser la presse, et les journaux se firent l'écho de toutes sortes de rumeurs concernant une entre guillemets, conspiration, une attaque entre guillemets, contre la curie romaine et certains de ses membres. Certains des pères conciliaires étaient qualifiés de progressistes, d'autres de traditionalistes, et d'autres d'antiprogressistes.
On insinuait que la conférence de Fulda avait pour objectif de contrebalancer les inclinations personnelles, entre guillemets, du nouveau pontife quant à l'orientation du concile, inclination qui risquait de le faire dévier de la voie indiquée par Jean XXIII. Ces déclarations provoquèrent une réaction prompte et autorisée. Le cardinal Frings donna une conférence de presse au cours de laquelle il déclara que la conférence avait été convoquée pour discuter des schémas du concile, et il souligna que toutes les observations avaient été transmises par écrit aux autorités romaines compétentes. Parler de conspiration était d'une stupide injustice, entre guillemets. Et la conférence épiscopale allemande diffusa une déclaration où il exprimait sa profonde consternation, entre guillemets, devant les conclusions absurdes, entre guillemets, que l'on tirait de la conférence de Fulda. Les 26 et 27 août, cette conférence termina son examen de 3 des plus importants schémas, celui sur l'Église, celui sur la révélation divine et celui sur la Très Sainte Vierge Marie. Les nombreuses propositions d'amendements furent rapidement rédigées. Elles emplissaient un total de 54 longues pages dactylographiées. Le cardinal d'Hoffner les emporta à Rome, où il partit le 31 août afin d'assister à la 4e réunion de la commission de coordination et le remit au secrétariat général au nom des pères conciliaires de langue allemande et de la conférence épiscopale des pays nordiques. Le cardinal d'Hoffner profita de son séjour à Rome pour rendre visite au souverain pontife, le 2 septembre, à Castel Gandolfo. Entre autres choses, ils parlèrent de la conférence de Fulda. Je cite entre guillemets, « Ça a été pour moi un grand soulagement, devait-il dire plus tard, que de constater que sa sainteté n'avait pas pris au sérieux ce que la presse italienne avait écrit de la réunion de Fulda. » Fermez les guillemets. L'audience fut très cordiale, entre guillemets, en vue de réfuter ces nouvelles de presse qui avaient créé une certaine sensation en Italie. Le cardinal d'Hoffner avait préparé avec Monseigneur Felici une mise au point qui fut publiée par le bureau de presse du Concile dans l'Observatore Romano le 4 septembre 1963. Il y était précisé que la présence à Fulda de représentants de conférences épiscopales voisines n'avait pas constitué une innovation, qu'elle n'était que la continuation d'une pratique commencée à Rome pendant la première session. La réunion avait eu pour objet de garantir, je cite entre guillemets, pour les prochaines séances du Concile une préparation plus attentive et plus sérieuse, fermez les guillemets. Il était également précisé que les évêques de langue allemande, après leurs conférences de Munich et de Fulda, avaient, entre guillemets, transmis aux autres les conclusions de leurs études. Fermez les guillemets. Par lettre datée du 7 septembre 1963, le cardinal d'Hoffner informa les évêques d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse et des pays nordiques de son audience à Castel Gandolfo et de l'article qui avait été publié dans l'Observatore Romano grâce à la coopération de Monseigneur Felici. Il saisit cette occasion pour faire savoir aux pères conciliaires que, entre guillemets, pour l'instant, l'ordre dans lequel les schémas seraient traités à la prochaine session du Concile était le suivant. L'Église, la Très Sainte Vierge Marie, les évêques, le laïcat, l'œcuménisme. Entre-temps, d'importants changements se préparaient dans l'organisation et le règlement intérieur du Concile. Ils furent annoncés par le pape Paul VI le 13 septembre. Entre guillemets, sur le conseil de certains de ses vénérables frères, disait-il, il révisait le règlement intérieur approuvé 13 mois plus tôt par Jean XXIII. La présidence comptait plus de membres, mais voyait ses pouvoirs restreints. Le nombre des cardinaux présidents était en effet porté de 10 à 12, et leur tâche limitée à veiller au bon ordre du Concile, à faire appliquer le règlement et à résoudre les doutes et les difficultés, entre guillemets. Ils n'auraient plus désormais autorité pour diriger les débats du Concile. Le nouveau règlement
chargeait de diriger les activités du concile et de fixer l'ordre dans lequel les sujets seraient discutés lors des séances, 4 cardinaux modérateurs membres de la commission de coordination, dont le nombre avait été porté déjà de 6 à 9 par le pape. Les 4 modérateurs choisis étaient les cardinaux d'Offner, Suinens, Lercaro et Agagianian. Le cardinal d'Offner était connu pour ses qualités d'organisateur. Pendant les étapes préparatoires du concile, il avait siégé au sein de la commission préconciliaire pour les questions techniques et d'organisation avec celui qui était alors le cardinal Montini. Et pendant la première session, il avait été, avec ce dernier et le cardinal Suinens, l'un des 7 membres du secrétariat pour les affaires extraordinaires du concile. Le cardinal Lercaro était connu pour être un libéral, un partisan actif de l'Alliance européenne et un ami personnel du souverain pontife. Le cardinal Agagianian était considéré par les libéraux comme le plus acceptable des cardinaux de Curie. Il apparaissait donc que Paul VI, en choisissant ces 4 hommes, donnait son appui au parti libéral du concile, comme avait fait son prédécesseur. Ces nominations papales donnèrent à l'Alliance européenne un regain de puissance et d'influence. Elle contrôlait déjà 30% de la présidence du Concile et 50% de la commission de coordination et contrôlait maintenant 75% du groupe des cardinaux modérateurs. Le cardinal Agagianian n'était pas homme de grand caractère. Les 3 cardinaux modérateurs libéraux l'emportèrent souvent à 100%. Outre ces réformes structurelles, la procédure subissait de nombreuses modifications. C'est ainsi que, si 3 membres d'une commission le désiraient, ils pouvaient inviter un ou plusieurs experts étrangers à la commission à assister à ces réunions. Selon le règlement primitif, ces experts devaient être désignés par le président de chacune des commissions. Au premier concile du Vatican, les pères conciliaires allemands, autrichiens et hongrois avaient demandé à Pie IX d'autoriser tout groupe minoritaire à défendre sa position devant les commissions conciliaires, mais le pape n'avait pas accédé à leur requête. En vertu du nouveau règlement intérieur approuvé par Paul VI, les pères conciliaires, entre guillemets, pouvaient demander à être entendus par toute commission afin d'exposer leur point de vue sur le schéma en discussion, soit en leur nom propre, soit au nom d'un certain nombre de pères conciliaires, soit au nom d'une région. La commission devait tenir, pour les entendre, une séance spéciale. Nous verrons la prochaine partie de cette lecture dans la prochaine vidéo. Mais je tiens à souligner ce que nous venons de lire il y a quelques lignes. Je cite: « Il apparaissait donc que Paul VI, en choisissant ces 4 hommes, donc les 4 hommes libéraux, donnait son appui au parti libéral du Concile, comme avait fait son prédécesseur. » Voilà, n'oubliez pas de prier. Il y a quelques phrases qui sont révélatrices et qui donnent raison à Monseigneur Lefebvre, qui dénonçait la victoire des libéraux sur le Concile, dans une volonté délibérée de mettre à mal et de faire diminuer, voire fragiliser la tradition.